Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. J'ai questionné le premier ministre la semaine dernière sur l'entrée scolaire chaotique de tous nos enfants et ses réponses ont choqué beaucoup de Québécois. Ce n'est pas un secret, nous savions que le gouvernement fonçait tête baissée et sans plan dans le dossier des maternelles 4 ans. Malgré tout, les propos du premier ministre ont eu l'effet d'une bombe. Il n'a pas seulement confirmé que les nouvelles classes coûteraient jusqu'à 10 fois plus cher que prévu, il s'est vanté de connaître ses coûts, le vrai coût, en fait, depuis des années. Monsieur le Président, c'est totalement inacceptable. Le premier ministre, qui est comptable de formation, ancien ministre de l'Éducation, savait, avant la campagne électorale, que les classes coûteraient en moyenne 800 000 $. Monsieur le Président, c'est plus que de l'improvisation, c'est impossible à décrire sans termes non parlementaires. Sa Bible, son cadre financier, qu'il a tant vanté, était donc une grande illusion. Ma question est simple, Monsieur le Président, je vais enfin pouvoir lui poser, parce que ça me brûle les lèvres depuis mercredi dernier. Pourquoi, puisqu'il les connaissait depuis longtemps, le premier ministre n'a-t-il pas, dès le départ, donné les bons chiffres aux Québécois? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, ça fait plaisir de retrouver le chef de l'opposition officielle. On me dit que c'est ennuyé de moi pendant 2 jours. Sur le coût des classes, ce que j'ai essayé d'expliquer au chef de l'opposition officielle, c'est que le coût d'une classe, en moyenne au Québec, quand on inclut les espaces communs qui viennent avec la classe, c'est environ 700 à 800 000 $. C'était ça avant, c'est encore ça aujourd'hui. Monsieur le Président, par contre, quand on fait juste ajouter une classe, là, pas de corridor, pas de cafétéria, pas de gymnase, ça coûte entre 100 et 200 000 $ par année. Donc, évidemment, chaque cas est différent, Monsieur le Président. On a découvert, en arrivant au gouvernement, que non seulement il fallait ajouter des classes de maternelle 4 ans, mais qu'il y avait plein d'écoles au Québec qui manquaient de classes. Donc, c'est certain, quand on ajoute 3, 5, 10 classes, bien, il faut ajouter des corridors, agrandir la cafétéria, dans certains cas, un nouveau gymnase. Ça peut même aller jusqu'à 2 millions en moyenne quand on inclut les espaces communs. S'il vous plaît. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pourrais peut-être proposer au chef de l'opposition officielle de prendre un café puis de lui expliquer que le coût moyen d'une classe au Québec, incluant les espaces communs, c'est 700 000 à 800 000. C'était ça avec les libéraux, puis c'est ça avec la CAQ. Première complémentaire, je vous rappelle votre collaboration d'être attentif, s'il vous plaît, tant aux questions qu'aux réponses. Ça s'adresse à tout le monde, évidemment. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je pense que tout le monde a compris que la réponse est inacceptable. Le premier ministre a mis son siège en jeu sur une promesse qui était totalement erronée. Pourquoi le premier ministre n'a pas mis carte sur table dès le départ? Pourquoi il a fait volontairement miroiter les classes à 120 000 $ aux Québécois? Pourquoi cette omission volontaire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je me réessaye, là. Une classe, si on prend juste la classe, ça coûte entre 100 et 200 000, juste la classe. Mais évidemment, quand les étudiants, les élèves sortent de la classe, il y a un corridor. Quand ils vont manger le midi, il y a une cafétéria. Quand ils ont de l'éducation physique, parfois, il y a un gymnase. Parfois, il faut agrandir le terrain. Parfois, il faut acheter plus de terrain pour la cour d'école. Monsieur le Président, je le sais que le Parti libéral trouve que c'est trop cher d'investir en éducation. Nous, s'il vous plaît, on en pense, terminant. Monsieur le Président, nous, on pense que c'est le meilleur investissement pour la Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition, encore une fois, votre attention. Bien, Monsieur le Président, je pense que tout le monde voit ce qui se passe. On a devant nous quelqu'un qui a une formation en comptabilité et qui a de la difficulté aussi à compter. Je vais citer le premier ministre qui a dit lui-même « ça ne sera jamais trop coûteux, ces classes-là ». C'est une obsession pour lui, mais c'est aussi complètement irresponsable. On ne parle pas ici d'argent de Monopoly, on parle de l'argent des contribuables. Si le projet est si bon que ça, qu'ils disent aux Québécois combien ça va coûter et à quoi... Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, au Québec, malheureusement, on a un taux de diplomation qui est beaucoup trop bas. Et la solution, ça passe par le dépistage précoce des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, puis commencer à donner des services dans des maternelles 4 ans avec un appui d'orthophonistes, d'orthopédagogues. Je suis convaincu que ce qu'on propose, qu'on fait, il n'y a plus personne qui va être contre ça dans 4 ans. En attendant, bien, on va laisser le Parti libéral être contre les investissements en éducation. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Visiblement, Monsieur le Président, le premier ministre, en tout cas, n'a pas convaincu les Québécois parce que les classes sont actuellement à moitié vides. À sa place, je serais gêné d'avoir fait campagne, en tout cas sur des chiffres inexacts. À sa place, j'aurais honte, Monsieur le Président. Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle est assez vieux pour se rappeler de l'introduction des maternelles 5 ans. À l'époque, il y avait des bonhommes 7 heures, là, je ne ferai pas de comparaison, qui disaient c'est beaucoup trop jeune aller à l'école à 5 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui remet ça en question. En France, l'école commence à 3 ans. Monsieur le Président, d'offrir d'une façon non obligatoire des maternelles 4 ans à tous nos enfants, c'est le meilleur investissement qu'on puisse pas faire pour l'avenir du Québec. Arrêtez d'être séraphin. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Encore une fois, on a déjà discuté de propos. Celui-là, en même temps, je vous demande d'être prudent. On a déjà dit de ne pas utiliser ce terme-là. Je pense qu'on a eu des discussions là-dessus. Alors, ça s'adresse à tous. D'ailleurs, on l'a dit la semaine dernière, à ne pas utiliser. Question principale maintenant, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, en campagne électorale, la CAQ a regardé la situation puis ont compris que, selon eux, qu'il y avait trop d'employés et ont promis d'en couper 5 000. Surprise, dans leur récent rapport du Trésor, on constate que juste dans la fonction publique, c'est déjà plus de 2 000 postes d'ajoutés depuis leur élection. Ils vont nous dire c'est Jordan. Jordan, c'était en 2016, c'était connu en 2018. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un ministre arrive avec une annonce qui implique l'embauche de centaines, voire de milliers de personnes. Il y en a eu une de 2 500 la semaine dernière. Monsieur le Président, quand on additionne le rapport du Trésor et les annonces à date, on passe déjà la barre de 4 500 employés de plus et c'est clairement pas terminé. Alors aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que c'est 5 000 postes qui vont être coupés, 7 000, 8 000, 10 000? C'est quoi le chiffre de référence de départ qu'on doit suivre? C'est quoi le plan? On veut savoir la réponse du président du Conseil du Trésor. Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, ça va me faire plaisir, encore une fois, de répondre aux questions du député de Lapinière, que j'aurai encore l'occasion de rencontrer à nos fameux vendredis. Alors, cette semaine, je pourrais lui donner la réponse en détail à l'interpellation. Mais pour les gens qui nous écoutent ce matin, j'aimerais dire la chose suivante. C'est important de reconnaître l'engagement que nous avions pris durant la campagne électorale, à savoir de réduire les postes administratifs à l'intérieur de l'ensemble des employés de l'État, qui comptent plus de 500 000 personnes. Et jusqu'à maintenant, de ce 5 000-là, nous avons réduit 1 300 pour la seule première année. Donc, nous avons respecté notre engagement. Les chiffres dont le député de Lapinière cote ce matin, ce sont des chiffres qui se rapportent à l'année qui s'est terminée le 31 mars 2019 et qui reflètent essentiellement les engagements qu'eux avaient faits à l'intérieur de la fonction publique qui compte environ 60 000 personnes du 500 000 dont je parlais tout à l'heure. Alors, leurs chiffres ont augmenté et les nôtres, on les réduit. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, j'ai bien de la misère à faire un moins avec un plus, mais apparemment, c'est possible dans la comptabilité du Trésor. Alors, Monsieur le Président, comment est-ce que ça peut être possible qu'en 2018, à la CAQ, il soit possible d'imaginer de se priver des services rendus par 5 000 travailleurs et que maintenant, on embauche, heureusement en appliquant nos réformes. Moins 5 000, plus 5 000, Monsieur le Président, ça fait 0 service de plus. Monsieur le président du Conseil du Trésor. Bien, je ne sais pas si les chiffres d'un CA sont meilleurs que ceux d'un médecin, puis je vais essayer une deuxième fois. On mélange des pommes et des oranges.
Moi, j'ai expliqué que la réduction que nous étions engagés, c'est sur l'ensemble des employés de l'État. Le chiffre que le député de Lapinière cote, c'est sur les employés de la fonction publique, qui est 60 000 à l'intérieur du 500 000. Alors, je vous dirais, Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'il ne comprend pas, mais ça va me faire plaisir de lui redonner tous ces détails-là vendredi lors de l'interprétation. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Je suis heureux que le président du Conseil du Trésor vienne de dire à tous les journalistes du Québec qui ne comprennent pas ce que le président du Conseil du Trésor dit. J'en suis très heureux pour eux autres. La réalité, Monsieur le Président, que c'est très clair que je faisais référence justement aux employés qui sont dans les réseaux et pas simplement aux fonctionnaires de l'État. Alors, Monsieur le Président, actuellement, le président du Conseil du Trésor il est aussi mélangé que son collègue de l'Éducation et que le premier ministre sur le coup des maternelles 4 ans. Il a raison, il va y avoir une interpellation vendredi. Est-ce qu'il va nous Monsieur le président du Conseil du Trésor. Écoutez, si on ne s'entend pas sur les chiffres, on pourrait peut-être s'entendre sur les dates, Monsieur le Président. J'ai expliqué que les chiffres qui sont sortis du Trésor sont au 31 mars 2019. Là, il y a des chiffres qui ont été cités au 1er octobre de cette année. Et ce que je dis jusqu'à maintenant, nous respectons notre engagement de baisser les employés administratifs. Alors, je pourrais bien en reparler encore pendant des semaines, mais je ne sais pas ce que le député de Lapinière ne comprend pas. Alors, peut-être que si on a plus de temps vendredi, moi, j'ai dû annuler des rencontres dans mon comté avec mes citoyens pour me rendre disponible pour vous encore une fois. Et ça va me faire plaisir. Non, je le dis parce que nos citoyens ne comprennent pas pourquoi on annule souvent des rendez-vous. Faire plaisir d'être là avec vous vendredi matin. Merci. Question principale. Encore une fois, vous aurez compris que la parole n'appartient qu'à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a une loi qui existe sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères et des organismes. Alors, une loi qui est fort intéressante parce qu'elle permet, par exemple, Monsieur le Président, de faire en sorte qu'un gouvernement qui se commet à réduire le nombre de fonctionnaires de 5 000 pourrait expliquer pourquoi ils sont rendus à plus de 2 000 dans la fonction publique. Mais le ministre de l'Économie a décidé de soustraire Investissement Québec à cette loi et ça a un effet direct de rendre la société d'État moins transparente. La semaine dernière, on a posé la question au ministre pourquoi, au mois d'août, il a décidé de passer ce décret qui rendait la société moins transparente. Pourquoi il avait décidé de le faire? Il n'a pas voulu répondre en période de questions et même en débat de fin de séance, le ministre s'est montré plutôt défensif, plutôt fâché, impatient. Mais la question, elle demeure, on n'a toujours plus eu de réponse. Pourquoi le ministre pense-t-il que moins de transparence et moins de reddition de comptes, c'est une bonne chose? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je me suis ennuyé, moi aussi, de la période de questions. Alors, je suis fier de revenir. En fait, je trouve un peu paradoxal que l'ancienne ministre de l'Économie, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, m'accuse de transparence parce qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, dans les journaux, on faisait état à la VG, à l'époque, qui avait blâmé le gouvernement libéral d'avoir gonflé les retombées économiques qu'Investissement Québec avait à l'époque où la députée était ministre. Alors, c'est paradoxal d'avoir une telle accusation, mais je vais répondre quand même à la question. Premièrement, j'ai dit qu'on était pour être transparent et en plus, on va faire une réédition de la vraie information, non pas ce qu'on a vu dans le passé. Deuxièmement, il va y avoir une meilleure coordination aussi avec tous les ministères qui sont impliqués dans l'opération de vouloir amener le Québec ailleurs. Et pour ce faire, il va falloir avoir des ressources. Et je pense que la cohabitation du ministère des Relations internationales de la francophonie, de IQ, du MI, de Québec international va être arrimée parfaitement pour arriver à ces objectifs-là. Puis troisièmement, l'accès aux entreprises va être aussi facilité. Alors je pense que l'approche que nous allons prendre va être la bonne et nous aurons la bonne rédition après les faits. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le ministre ne répond pas à la question. Il soutient qu'il est en faveur de la reddition de comptes. Monsieur le Président, dans la loi actuelle, ça ne s'invente pas, la section 4 de la loi, elle s'intitule « Reddition de comptes ». Or, cette loi-là ne s'applique plus depuis le décret pour Investissement Québec. Alors, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment il peut expliquer cette incohérence entre les propos qu'il tient et les décisions qu'il prend et la décision d'avoir pris ce décret? Monsieur le ministre de l'Économie. Écoutez, le décret a été fait pour donner une meilleure coordination, une meilleure stratégie pour mon ministère. Dans le projet de loi, d'ailleurs, ou dans le décret, il est dit aussi que le Conseil du Trésor pourrait décider de demander une réédition spéciale. Alors, de toute évidence, Madame la députée de Saint-Henri n'a pas lu le projet de loi complet et je pense que, encore une fois, j'ai promis une transparence. Il me faut les outils pour que le gouvernement livre le plan ambitieux de développement économique. Et pour ce faire,
J'ai tout ce qu'il faut dans mon coffre, mais en même temps, je suis très, très conscient que la reddition est importante. La transparence va être au rendez-vous, mais après qu'on aura fait les changements. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je n'ai pas juste lu une fois le projet de loi. J'ai lu plusieurs fois le projet de loi, premièrement. Mais ce décret est soi-disant temporaire. Je ne veux pas être cynique, Monsieur le Président, mais vous savez quand est-ce que le décret prend fin? Il prend fin le 21 août 2022. Vous savez c'est quand le 21 août 2022? C'est le dernier jour avant la semaine du déclenchement des prochaines élections. Donc, on a un ministre ici qui dit pas de reddition de compte, pas de transparence, tant que moi je suis ministre. Monsieur le Président, est-ce que le ministre est au courant qu'il est redevable, non pas à ses amis, mais à la population du Québec? Monsieur le ministre de l'Économie, s'il vous plaît, encore une fois, la parole n'appartient qu'à vous, Monsieur le ministre. Quand j'ai accepté l'invitation de notre chef, je lui ai dit que pour livrer au Québec ce que le gouvernement précédent n'a pas livré, il fallait des outils. Et les outils, ça prend des ressources, autant financières que des ressources humaines. Alors, tout ce que j'ai obtenu, que nous avons obtenu avec le décret, c'est que le coffre à outils du MEI, il est plein. Et ce coffre à outils-là va me permettre de livrer ce que vous n'avez pas réussi de faire. Question principale, s'il vous plaît. La parole vous appartient, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le GIEC sort un nouveau rapport ce matin. Monsieur le Président, un rapport dédié à la plus grande partie de la planète, c'est-à-dire les océans, les glaciers, le pergélisol. 100 chercheurs, 7000 publications épluchées, publications scientifiques, des conclusions qui font froid dans le dos. Les banquises et les glaciers continuent de fondre à une vitesse folle. Le niveau des mers continue de monter. Nos océans se réchauffent. Ça, Monsieur le Président, ça veut dire priver 660 millions de personnes des ressources de la mer. Ça veut dire 70 millions de personnes menacées par le seul fait qu'elles vivent proches de la mer. Et je nous rappelle qu'il y en a ici, au Québec. Alors, je me tue à le répéter, Monsieur le Président, la seule façon de s'en sortir, c'est de réduire de façon drastique nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant. Chez nous, le nerf de la guerre, le champion de toute catégorie des émissions, c'est le transport. On n'a pas le choix, on a les mains liées, on doit diminuer. Un troisième lien, c'est pas réaliste. Est-ce que le premier ministre peut admettre que le troisième lien et la crise climatique, ça ne va pas ensemble? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai 2 enfants, puis je suis très préoccupé de ce qu'on leur laisse comme planète. Et oui, la députée a raison, il faut agir. Et un des endroits où il faut agir, c'est effectivement dans le transport en commun. Pour ça qu'on a réussi, et puis mon collègue du Trésor a fait une négociation exceptionnelle avec Montréal pour qu'on puisse financer complètement le tramway à Québec. On a 5-6 autres projets de tramway ou de train dans les grandes villes du Québec. Donc, on va agir de ce côté-là. On va agir aussi, on a reconduit le crédit d'impôt sur les autos électriques. Moi, je souhaite que le Québec soit l'endroit au monde où il y a le plus d'autos électriques. Mais pour faire circuler des autos électriques, ça va prendre des routes, ça va prendre des liens. Les gens de Chaudière-Appalaches, là, il n'y a pas un volume suffisant pour mettre en place des tramways dans Chaudière-Appalaches. Donc, ça va prendre des autos électriques, ça va prendre des routes. Et puis, oui, il faut arrêter de mettre en opposition les deux. On va faire les deux. Puis, oui, on va atteindre notre objectif de réduire les GES de 37,5 % d'ici 2030. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce que je viens d'entendre, là, ça porte un nom, ça s'appelle du greenwashing, hein? De l'éco-blanchiment. S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, on qualifie les réponses du premier ministre. Je ne pense pas que ce terme est parlementaire. Voilà, s'il vous plaît. Je vous demande, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on m'indique où dans le recueil des termes non parlementaires la notion, où est-ce que la notion de greenwashing apparaît. C'est un concept qui est utilisé largement dans le débat public. Ce n'est pas une insulte envers le premier ministre, ce n'est pas une qualification de sa réponse. La chef du deuxième groupe d'opposition utilise une notion du débat public sur les changements climatiques
pour donner son opinion sur la position du premier ministre, Monsieur le Président. Il n'y a pas matière ici à faire une question de règlement et je vous demande, s'il vous plaît, de laisser la chef de mon groupe parlementaire poursuivre sa question. Je pense que les choses ont été dites. Je pense que nous savons qu'on doit être prudent avec les propos utilisés. Je comprends également qu'à ce moment-ci, je vais permettre de continuer la question, s'il vous plaît. Alors, quand tu as un projet qui n'est pas pantoute écologique et que, dans le fond, tu le peintures en vert pour qu'il soit écologiquement acceptable, ça s'appelle de l'éco-blanchiment. Et dans le cas du troisième lien, cette couche-là de verre va nous coûter plusieurs milliards de dollars. Alors, est-ce que le premier ministre a le courage de nous dire combien de milliards ça va nous coûter? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui est orienté sur les résultats. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne suis pas un pelleteux de nuages, pour être bien clair. Monsieur le Président, le Québec, c'est grand. Puis malheureusement, même si Québec solidaire a quelques députés dans les grandes villes en région, ne semble pas comprendre la réalité des régions. Moi, je demande à Québec solidaire d'arrêter de mettre en opposition les grands centres et les régions. C'est important, les régions au Québec. Les gens de Chaudière-Appalaches ont le droit à des services de transport. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Troisième lien, il me semble, c'est à Québec, là. Combien ça va coûter, ce troisième lien-là? Hein? Combien d'argent public? Parce que c'est l'ensemble du portefeuille public qui va financer ça, Monsieur le Président. Je veux avoir un chiffre. Je veux savoir combien de milliards d'argent public on veut mettre dans ce projet-là. Est-ce qu'on parle de 6? Est-ce qu'on parle de 10? Est-ce qu'on parle de 14? Combien d'argent? Y a-t-il un plafond à ça ou c'est comme les maternelles 4 ans? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que la co-chef de Québec solidaire est mal placée pour parler de chiffres. C'est elle qui, durant la campagne électorale, a dit qu'elle prendrait 10 milliards du Fonds des générations pour faire les projets de transport en commun. C'est beaucoup plus cher que ça, Madame la co-chef. Donc, Monsieur le Président, on est en train, au transport, d'évaluer le coût du troisième lien. Quand les coûts seront disponibles, ils vont être rendus de façon très transparente à tous les Québécois. Puis, le troisième lien, là, ça aboutit dans Chaudière-Appalaches à Lévis. Avant de céder la parole, je vous rappelle encore une fois et à tous de vous adresser à la présidence. Bien sûr, d'éviter de vous interpeller. La parole appartient maintenant au chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, pendant une semaine entière, de nombreux intervenants ont défilé en commission parlementaire pour dire globalement une chose. Le projet de loi 34 sur les tarifs d'Hydro-Québec va hausser les tarifs pour tous les consommateurs. Le gouvernement de la CAQ va permettre à Hydro-Québec d'en prendre plus dans leur poche. Ceux qui sont pour, évidemment, c'est la CAQ et Hydro-Québec. Ceux qui sont contre, c'est une belle coalition. Fédération des contribuables, Association des consommateurs industriels, Conseil du patronat, l'IRIS, l'Union des consommateurs, Option consommateurs, Fédération de l'entreprise indépendante. En fait, tous les intervenants sauf Hydro-Québec. Ce matin, il y a 3 groupes de consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels qui s'unissent pour demander de scinder le projet de loi en deux. D'un côté, le mécanisme de remboursement des trop-perçus et de l'autre, la réduction des pouvoirs de la Régie de l'énergie. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à modifier son projet de loi qui haussera les tarifs d'hydroélectricité en enlevant l'indépendance de la Régie de l'énergie? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières années, et un gouvernement du Parti québécois et un gouvernement du Parti libéral ont augmenté les tarifs d'électricité de plus que l'inflation. C'est ce qui a amené tout le débat sur les trop-perçus. Monsieur le Président, j'ai fait partie d'un gouvernement du Parti québécois et le rôle de la Régie de l'énergie, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on la remet en question. Pourquoi? Parce qu'il y a un incitatif à la mauvaise gestion. Actuellement, on a un système où, lorsqu'Hydro-Québec augmente ses dépenses, ça lui permet d'augmenter les tarifs d'électricité. Une espèce, en anglais, on appelle ça un cost-plus. Monsieur le Président, nous, ce qu'on dit à Hydro-Québec, là, à partir de maintenant, vous allez vous contenter de l'inflation, gérer vos dépenses pour être capable d'arriver. C'est ce que les Québécois souhaitent, qu'il y ait de la prévisibilité. Donc, l'inflation, c'est ce qu'on a promis en campagne électorale. Puis encore une fois, c'est ce qu'on livre.
Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je ne me souviens pas d'avoir entendu le premier ministre, pendant la campagne électorale, nous parler de ses réflexions sur la Régie de l'énergie. Jamais il a parlé d'enlever des pouvoirs. Jamais il a parlé de donner carte blanche à Hydro-Québec pour augmenter les tarifs des Québécois. Ce qu'ils veulent, les Québécois, c'est qu'il n'y ait pas d'hausse démesurée de leurs tarifs. Et là, il n'y a rien qui le garantit à partir de maintenant. Le vendeur d'électricité, il est pour. Puis il ne trouve pas ça trop contraignant, ce que le premier ministre vient de dire, parce qu'il est prêt à le faire. Il est mort de rire. Mais ceux qui achètent, par exemple, c'est nombreux. C'est le patronat de ces consommateurs. Ils disent Monsieur tous que le premier ministre. Monsieur le Président, j'étais au Parti québécois, puis je peux vous dire que souvent, le réflexe, quand on a une idée, c'est d'ajouter une taxe, d'ajouter un tarif. Ce qu'on a promis, la CAQ, pendant la campagne électorale, ce qu'on a promis durant la campagne électorale, c'est qu'il n'y aura aucun impôt, aucune taxe, aucun tarif au Québec qui va augmenter de plus que l'inflation. C'est une promesse formelle qu'on a faite, puis comme toutes nos promesses, on va la respecter. Deux, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, c'est la deuxième coalition que le premier ministre crée. Maintenant, là, des gens de tous horizons sont contre son projet de loi. Je lui demande de les écouter. Je pense qu'ils ont raison collectivement. Ça n'a aucun sens. Ça va augmenter les tarifs d'hydroélectricité. Quand ils parlent de redonner de l'argent dans les poches des Québécois, ça va exactement faire le contraire. Nous, on se tient debout avec les consommateurs, puis on espère que le premier ministre puisse modifier son projet de loi pour en tenir compte. Monsieur le premier ministre. Moi, j'aimerais que le chef intérimaire là, du Parti québécois dise aux Québécois, là, moi, je suis contre au Québec toute augmentation d'impôts, de taxes ou de tarifs qui excèdent l'inflation. La journée qui dirait ça, il pourra commencer à nous donner des leçons. Question principale. Madame la députée de Saint-Laurent, la parole vous appartient et à vous seule. Moi, je me garderais peut-être une petite gêne quand on est comptable en chef du Québec, qu'on a de la misère avec nos chiffres et que ça dérape de partout, surtout dans les maternelles 4 ans. Monsieur le Président, hier, on a vraiment tourné en rond lors de l'étude détaillée portant sur les maternelles 4 ans. Je suis pas du tout surprise que quand on parle de chiffres, ils sont pas capables de nous répondre. Ça, j'ai plus aucune surprise maintenant. On l'a compris, puis il faut faire des tableaux avec eux. Maintenant, où est-ce que j'ai vraiment une surprise, c'est quand on parle de qualité. Qualité, ça, là, j'en reviens pas que pendant plus de 6 heures, le ministre de l'Éducation refuse d'inscrire dans sa loi les ratios. Alors que tous les experts qui sont venus en commission nous parler ont dit la chose la plus importante, c'est le ratio enseignant-élève. Il devrait être de 1 pour 10, comme pour les CPE. Alors, pourquoi que le ministre de l'Éducation refuse de parler de qualité de service? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, ce que ma collègue nous demandait hier, c'est d'avoir partout pareil la même affaire. C'est un peu contraire à la liberté de choix, mais ce qu'elle disait de manière plus précise, c'est que comme en CPE, c'est une éducatrice pour 10 enfants, bien, il faudrait qu'à l'école, ce soit un adulte pour 10 enfants. En ce moment, le maximum moyen dans une classe de maternelle 4 ans, c'est 14 enfants. Mais on a un adulte, une enseignante, et une éducatrice à demi-temps. Donc, si on a un enseignant et demi pour 14 enfants, ça fait un ratio de 1 adulte pour 9,33 enfants. Donc, elle trouve qu'un adulte pour 9,33 enfants, c'est pas bon. Ça prendrait un adulte pour 10 enfants. Donc, augmenter le nombre d'enfants par classe, et oui, en passant, mettre à la porte l'éducatrice. Mettre à la porte l'éducatrice, parce qu'elle, c'est 1 pour 10. Donc, plus d'enfants par classe, plus de travail d'équipe, plus de duo de feu, puis on met des éducatrices à la porte. J'ai de la misère à suivre. Première complémentaire. Madame la députée de Saint-Laurent, la parole vous appartient. Bienvenue au Québec. Nous sommes en pénurie d'enseignants et d'éducatrices. On met personne à la porte, on en cherche. Ceci étant dit, là, arrêtez d'induire la population en erreur. Le ratio de 1 pour 17 n'est pas à temps complet. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, tout le monde sait que c'est pas possible de faire ce que vient de faire la députée de Saint-Laurent. Alors, on vous demanderait de lui demander de retirer ses propos. On ne peut évidemment utiliser ce terme, induire la population en erreur. Madame la députée, je vous demande de retirer ce propos.
Le ratio de 1 pour 17 n'est pas à temps complet. Bien entendu, ça a été fait. Madame. Le ratio de 1 pour 17 n'est pas en tout temps, et ça, le ministre de l'Éducation le sait très bien. Par contre, ce qu'il oublie de dire aux Québécois qui nous écoutent, c'est que lors des services de garde, ce même ratio passe de 1 pour 20. Les experts vous le disent. Pourquoi vous refusez d'écouter les experts? Je comprends pas. On invite des gens à venir nous parler, après ça, on les écoute plus. Monsieur le ministre de l'Éducation. Les gens qui sont venus éclairer les travaux en commission parlementaire au départ nous ont permis d'améliorer notre compréhension. Puis bien sûr qu'on les écoute, on les entend, puis on en tient compte. Mais il faut ramener ça au débat, là. Ma collègue veut absolument faire un débat de ratio, un débat de chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en ce moment, là, le maximum moyen, c'est 14 enfants en maternelle, 4 ans. Donc, 1 adulte et demi, parce qu'il y a une éducatrice à demi-temps pour 14, ça donne un ratio d'adultes 1 pour 33. Et la réalité est encore meilleure que ça, parce que dans nos classes, en ce moment, on n'est pas au maximum de 14, on est à une moyenne de 11, quelques enfants. En terminant. Donc, le ratio est inférieur à ce qu'elle souhaite. Elle voudrait qu'on augmente le nombre d'enfants par classe. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Clairement, j'invite le Conseil du Trésor à se prendre un café avec le ministre de l'Éducation pour parler de moyenne, de plancher puis de ratio. Un enseignant pour 10 élèves. C'est ça qu'on demande. C'est super simple à comprendre. Monsieur le Président, Monsieur Blackburn est venu témoigner. Même lui vous a parlé d'un ratio qui était similaire à celui des CPE de 1 pour 10. Maintenant qu'il est rendu votre sous-ministre, allez-vous l'écouter? Monsieur le ministre de l'Éducation. Au moins, quand elle parle de ce sujet, elle s'intéresse à la qualité des services. Et la qualité des services en maternelle 4 ans, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on souhaite. Et d'avoir un duo enseignante-éducatrice et même un trio en incluant les spécialistes, les professionnels, c'est ça qui va faire la différence dans la réussite des jeunes. Il ne faut pas perdre la raison pour laquelle on fait tout ça, dépister, agir tôt, intervenir, lutter contre les inégalités, permettre à tous les jeunes de commencer leur première année avec des chances égales. On sait qu'on va dans la bonne direction, puis on va le faire parce qu'on travaille pour les enfants. Question principale. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. En 2018, le Québec a accepté environ 8 800 réfugiés. Mais 8 800 réfugiés pour la CAQ, c'est trop. Il prévoit en accueillir environ, d'ici 2020, 7 500. Bref, la CAQ veut accueillir moins de réfugiés, mais en prendre soin. Je ne veux pas faire de peine à Monsieur le ministre de l'Immigration, mais ce slogan-là va frapper rapidement les murs de la réalité. Le rapport du GIEC, publié aujourd'hui, vient de le confirmer. Les changements climatiques vont déplacer des millions de personnes dans les prochaines années. D'ici 2050, l'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques. Ça, Monsieur le Président, c'est environ 50 fois la crise en Syrie. Si nous avons accueilli au Québec environ 5 000 réfugiés syriens, nous devrons en recevoir bien plus dans les prochaines années. Quel est le plan du ministre de l'Immigration concernant le ministre de l'Immigration? Monsieur le Président, je remercie le collègue de Laurier-Dorion pour sa question. Le collègue fait référence à la planification pluriannuelle, les auditions publiques que nous avons eues cet été, dans laquelle le gouvernement a mis au jeu. J'aurai l'occasion, d'ici le 1er novembre, de déposer le plan final pour le gouvernement relativement à la planification pour l'année 2020 avec les orientations pluriannuelles. Une chose est sûre, Monsieur le Président, et toute la réforme de l'immigration vise à faire en sorte de moderniser le système d'immigration, mais surtout de sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est augmenter le nombre d'immigrants économiques pour répondre aux besoins du marché du travail. À partir du moment où on a dit ça, Monsieur le Président, c'est important de dire aussi que le Québec va respecter ses obligations comme terre d'accueil. Vous savez, on le fait déjà avec les réfugiés qui viennent de l'étranger, qu'on accueille, qui sont dans les camps du Haut-Commissariat aux réfugiés, ou même avec les demandeurs d'asile. Et vous avez vu au cours des derniers mois qu'on a été compensés par le gouvernement fédéral relativement aux demandeurs d'asile qui se présentent sur place et qui deviennent des réfugiés par la suite. Alors, le Québec fait plus que sa part en matière d'accueil des réfugiés. Première complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion.
Merci, Monsieur le Président. Et je ne sais pas vous, mais je n'ai pas entendu de plan. Je n'ai pas entendu non plus parler des réfugiés climatiques, mais on a entendu beaucoup de mots. Pourtant, j'ai posé une question très simple. Tout le monde, tous les experts prévoient des vagues importantes de réfugiés climatiques au Québec. Et au Québec, on n'a pas de plan. Nous devons nous y préparer. On a un devoir de solidarité envers ces gens-là et de toute façon, ces gens-là vont frapper à nos portes. C'est une question d'humanité. Est-ce que, encore une fois, le ministre de l'Immigration veut nous expliquer quel est le plan de l'immigration? Bien, Monsieur le Président, quand j'écoute le député de Laurier-Dorion, est-ce qu'il nous dit qu'on ne devrait plus accepter les réfugiés qui sont déplacés par la guerre, par la famine également? Vous savez, le Québec là, est une terre d'accueil exceptionnelle. Quand on regarde par capita le nombre de personnes immigrantes que l'on accueille, que ce soit des immigrants économiques, du regroupement familial, des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui deviennent des réfugiés par la suite lorsque leur statut est régularisé, on est un des États dans le monde qui accueille le plus de personnes. Je pense que comme société, on fait notre part, notamment sur l'accueil des personnes réfugiées, et on va continuer de le faire. Mais c'est important qu'on mise sur l'immigration économique pour s'assurer d'une société qui est prospère. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, on ne lui demande pas d'ignorer les réfugiés provenant des zones de guerre. Et on lui demande juste de mettre dans son horizon la question des réfugiés climatiques. Je lui parle de 250 millions de personnes d'ici 2050 qui seront des réfugiés climatiques. Est-ce que ça le préoccupe minimalement? Est-ce que ça concerne tous les ministres, dont lui-même? Si on a un plan, si on n'a pas de plan au Québec, est-ce qu'on va construire un mur quand la situation va se présenter? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, au-delà de vous dire que le Québec est un des États dans le monde qui est le plus accueillant, le plus généreux, qui remplit ses obligations humanitaires, en termes de nombre de personnes réfugiées, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus aux députés de Laurier-Dorion. Le Québec va demeurer une terre d'accueil exceptionnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des défis aussi au Québec. Souvent, j'entends les collègues de l'opposition dire « il y a une pénurie de main-d'œuvre ». Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. L'immigration peut être l'une des solutions. Et vous savez quoi? Pour les personnes réfugiées qu'on accueille, là, on s'assure de bien les accompagner, de bien les intégrer dans nos différentes communautés, mais aussi de les accompagner sur le marché du travail, en francisation, en intégration aussi. On fait notre part et on va continuer de la faire. Question principale, Monsieur le député de Marquette. Monsieur le Président, les commotions cérébrales sont un réel enjeu. D'ailleurs, une étude dévoilée il y a quelques jours démontrait une augmentation des commotions cérébrales de 40 quand les mises en échec sont permises comparativement au hockey sans contact. Hier, la ministre responsable des Sports a dévoilé une stratégie nationale sur les commotions cérébrales. Mais quand on regarde de plus près, elle a seulement annoncé la formation d'un comité. Ça va prendre encore des mois avant qu'on ait des solutions. Un expert a même qualifié son annonce de coquille vide. Elle a raté une grande opportunité de s'attaquer au problème des violences dans le sport, à l'origine de la moitié des commotions cérébrales chez les jeunes. Monsieur le Président, quand va-t-elle réellement prendre au sérieux l'enjeu des commotions cérébrales et poser des gestes concrets? Madame la ministre déléguée aux loisirs et au sport. Monsieur le Président, merci pour la question. Vous me donnez l'occasion de lire un courriel que je viens de recevoir et qui se lit comme suit. Bonjour, Madame Charest et Monsieur Poulin. Je tiens à vous présenter mes excuses car je ne vous ai pas laissé la chance que vous méritez. Avec le recul, je prends conscience que mes commentaires étaient émotifs et raides. Ce dossier me tient beaucoup à cœur. On souhaite toujours que les choses se passent plus vite. J'ai toujours eu une grande admiration pour vous et vos réussites athlétiques. Il n'y a aucun doute pour moi que vos réussites comme ministre seront aussi grandes, voire plus encore. Ne soyez sans crainte. Si à l'avenir je suis sollicité par les médias, je vais m'abstenir de commenter ou mettrai l'accent seulement sur les points positifs. Dr. Dave Alembert. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, votre collaboration. Évidemment, on aura compris, je le dis en souriant, qu'on utilise évidemment le nom de ceux, même lorsque l'on se cite, bien sûr, mais pour l'instant, je vous demande d'être attentif à la question complémentaire du député de Marquette. Et moi qui pensais qu'il était intimidant, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement, à votre attention, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je crois comprendre du député de Marquette qu'on prête des qualificatifs à la ministre déléguée à l'Éducation. Alors, je lui demanderais de retirer. Non, je vais vous demander tout simplement, je vais vous demander tout simplement en ce moment-ci de continuer à être prudent dans vos propos et dans l'utilisation de ces propos-là. Vous le savez, on se les dit souvent. Je demande...
mots, monsieur le président. C'est ce que je viens... Monsieur le leader, c'est ce que je viens de dire, en quelque sorte. Alors, je vous demande maintenant, député de Marquette, continuez votre question. Monsieur le Président, malgré ses propos, le courriel, hier, on a vu que, malgré le fait que le Dr Ellenberg a claqué la porte au comité des commotions cérébrales de la ministre, en plus de discréditer son annonce, et ça ne change absolument rien avec le courriel. L'attaché de presse de la ministre affirme, et je le cite, « M. Ellenberg voulait être placé sur un piédestal et on lui reprochait même de ne pas travailler en équipe. Madame la ministre, avez-vous vraiment le luxe de ne pas rassembler tous les experts? » Madame la ministre déléguée au sport et aux loisirs. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis très heureuse de pouvoir saluer le travail d'un groupe d'experts qui sont des leaders dans la matière des protocoles de gestion de commotion cérébrale. On a une vingtaine de spécialistes qui travaillent sur ce dossier-là. Hier, ce qu'on a annoncé avec la ministre de la Santé, c'est un grand pas en avant pour traiter les cas de commotion cérébrale, pour les prévenir. Et ça devrait réjouir mon collègue député de Marquette parce qu'il tient mordicus à faire avancer la cause des commotions cérébrales. Alors là, on va pouvoir aller rejoindre une clientèle beaucoup plus vaste, qui n'est pas seulement les jeunes qui sont dans le sport associatif ou le sport scolaire. On va aller rejoindre tous les gens qui peuvent souffrir de commotion cérébrale. Deuxième complémentaire. Madame la députée de Fabre, s'il vous plaît, votre attention. Principale, monsieur. Question principale, excusez-moi, Madame la députée de Fabre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sonia Rouleau-Cyr, infirmière clinicienne dans un CHSLD de la région de Québec, lance un cri du cœur ce matin. La nuit, j'éteins des feux, je fais tout. C'est ma réalité. Comment voulez-vous que je sois fonctionnelle quand je n'ai pas d'équipe? En fin de semaine, il y avait zéro personnel pour un département. Rachel Turgeon, employée au CHSLD Christ-Roy depuis 22 ans, dit « J'ai 28 patients sur 2 unités. Plusieurs n'ont pas leur bain par semaine à moins de menacer d'aller dans les médias. » Monsieur le Président, la ministre est la responsable des aînés et des proches aidants. La ministre est la responsable depuis 1 an. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour la pénurie? Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, c'est une question extrêmement importante. L'opposition officielle, tout à l'heure, a parlé d'effectifs. C'était bien ça dans les questions adressées, entre autres, au président du Conseil du Trésor. Si on n'avait pas aussi coupé par rapport au personnel soignant dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux, on n'en serait pas là. Mais c'est la réalité, parce que la population est vieillissante. Une autre réalité, le taux de chômage dans la capitale nationale est de 2,8 %. C'est du jamais vu. Donc, ça prend aussi du personnel. On travaille actuellement avec le PDG du CIUS de la capitale nationale à faire en sorte de donner des postes à temps complet et aussi de la permanence. On les forme sur place. Je compatis avec les infirmières, avec le personnel débordé. Ma collègue ministre de la Santé, hier, a parlé de la réforme Barrette, de la réforme du député de Lapinière. Si cette réforme-là n'avait pas été faite, je pense qu'aujourd'hui, on aurait... Complémentaire. Je vous demande bien sûr, évidemment, d'éviter, vous le savez, je comprends, on se nomme par son titre, bien sûr. Madame la députée de Fabre, première complémentaire. Plus de 32 000 préposés recherchés. Journal de Montréal, 9 août 2019. La pénurie de préposés dans les CHSLD de Gatineau est décriée. Le droit, 1er septembre 2019. La sécurité des résidents d'un CHSLD compromise. TVA, 10 septembre 2019. Monsieur le Président, depuis le début de 2019, une centaine d'articles ont été publiés sur la pénurie de main-d'œuvre. Je les dépose en cette Chambre. Et comme je n'ai pas eu de réponse à donner à Sonia Rouleau-Cyr... Madame la ministre responsable des aînés, consentement pour le dépôt des documents, consentement, vous la parole. Je compatis avec le personnel dans nos CHSLD. C'est un travail extrêmement difficile. La population est vieillissante. Ça fait au moins 15 ans. Et oui, moi aussi, j'ai été dans le Parti libéral. Je n'étais pas responsable des CHSLD. Et quand je faisais partie de ce gouvernement, je me souviens très bien qu'on coupait dans le personnel et qu'on voulait augmenter la tarification des lits dans les CHSLD.
Je me souviens très bien de ça. Alors, ce que je dis, c'est que ça va prendre du temps pour embaucher le personnel. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui travaillent dans nos milieux soient respectés, soient bien traités. En terminant. Il faut couper le temps partiel, il faut donner du temps complet, il faut donner de la permanence. Complémentaire, Madame la députée de Fabre. Votre attention jusqu'à la toute fin, s'il vous plaît. Patricia Lajoie, présidente de la FIC, syndicat des professionnels en soins de la capitale nationale, dit « Elles ont assez donné. Dans 6 mois, ce sera trop tard. » Le 17 septembre, en commission parlementaire, questionné au sujet de la pénurie dans les CHSLD, le ministre de l'Emploi a affirmé que ses collègues à la santé et aux aînés ont des plans d'action. Est-ce que la ministre responsable des aînés peut se lever aujourd'hui en cette Chambre Madame la ministre et déposer son plan responsable d'action? des aînés, Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, le CIUS de la capitale nationale travaille très fort actuellement. 333 embauches à Québec dans les 6 derniers mois. Cet automne, il y aura 1900 postes d'infirmières rehaussés, 600 postes titulaires pour des préposés aux bénéficiaires et des auxiliaires familiales et sociales. Monsieur le Président, l'établissement, comme tous les établissements au Québec, travaille d'arrache-pied dans un contexte particulier à Québec, comme bien décrit ma collègue, pour justement améliorer les conditions de travail, diminuer la charge de travail, et il y aura des résultats. En terminant. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.